à tous. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par la vie sauvage. Et il y a quelque chose que j'arrive pas à me représenter, que je voulais vous partager, c'était quand j'étais enfant et que je parlais avec mon papa, et qui me parlait de ce que lui avait vu quand il était enfant sur la vie sauvage, en Normandie où j'ai grandi. J'arrivais pas à me représenter ce qu'il me disait. Il me parlait de voiliers des tourneaux, où le ciel était noir, de centaines de lapins de Garenne, de perdreaux, de perdrix, de choses qu'on n'a plus l'habitude de voir. Ça s'appelle l'amnésie écologique, c'est-à-dire de génération en génération, on considère que ce qu'on voit est la norme. Et, euh, et moi, je suis arrivé sur ces grands enjeux d'effondrement de la biodiversité par la nourriture il y a une dizaine d'années. J'ai adopté un régime végétalien de lecture en lecture, dont deux livres qui m'ont bouleversé. C'est Elisabeth Kolbert, Comment l'homme détruit la vie, et Bruno David, À l'aube de la sixième extinction. Bon, après une petite déprime, j'ai voulu transformer mes modèles économiques. Donc j'ai transformé mon modèle économique en fondation actionnaire, entreprise à mission. Donc j'ai cédé une partie des parts de ma société à un fonds de dotation qui milite et œuvre pour la protection du vivant. Et à côté de ça, je voulais quelque chose de plus ancré sur le territoire. Et j'ai voulu travailler autour d'un projet sur la libre évolution. Mais j'ai oublié de vous dire quand même quelques chiffres que je voulais vous partager, je ne voulais pas faire trop de data, mais quand même vous partager ce genre de chiffres. En quelques centaines d'années, on a perdu 70% des forêts primaires. En quelques dizaines d'années, on a perdu 70% aussi des mammifères. Les espèces disparaissent 1000 à 10 000 fois plus vite que la normale. Et le chiffre pour moi qui est le plus apocalyptique, c'est qu'en quelques années, on a perdu 70% des arthropodes. C'est tous les pollinisateurs, tout ce qui vole, tout ce qu'on ne veut pas dans nos maisons. Ces chiffres sont absolument apocalyptiques et quand on fait l'analogie avec la cinquième extinction de masse, la dernière qui était les dinosaures, en fait on a l'impression qu'il y a une météorite qui est arrivée et que tout s'est effondré, mais en fait entre la météorite qui a atterri sur Terre, enfin s'est crashée sur la Terre et la fin des dinosaures, c'est 32 000 ans. Donc c'est dire la vitesse à laquelle la vie s'effondre sur Terre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai transformé mon modèle économique en fondation actionnaire. J'ai fléché une partie vers la régénération des écosystèmes et j'ai voulu contribuer à la régénération du vivant par la libre évolution. C'est un projet qui m'est venu petit à petit. Au départ, j'avais vraiment envie d'acquérir un endroit et de faire un domaine un peu sanctuarisé. Et de fil en aiguille, de lecture en lecture, j'ai découvert les travaux de Gilbert Cochet, Baptiste Morisot, et j'ai eu envie de faire un plaidoyer autour de ça. Et c'est comme ça que je me suis mis en recherche d'un lieu en Normandie où on allait soustraire toutes les activités humaines. La définition radicale de la libre évolution, c'est un espace de libre évolution, est un lieu où la nature s'exprime de façon spontanée, sans activité humaine, extravagiste ou intrusive. Alors, on a des gradients qui sont plus ou moins larges, intrusives, on a quand même le droit de se promener sur le biotope, on fait aussi partie du biotope. Et aujourd'hui, avec l'UNESCO, on a commandité justement une recherche sur 2025, on va être capable d'avoir une définition un peu plus précise de ce qu'est la libre évolution. Donc sur le domaine du costil, l'humain y est bienvenu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on audite un lieu d'environ 200 hectares. Alors, le Costil, il est dans le département de l'Orne. On est à l'est de Camembert, en dessous de Vimoutier. Et on est sur un peu moins de 200 hectares qui sont réensauvagés depuis 2018. Le domaine est composé de 125 hectares de forêt. Il y a un vallon, des prairies. Il y a un rue qui traverse le domaine, des grottes et une douzaine de mares qui ont été restaurées cette année. Et ce qui fait la beauté et la force du Costil, c'est cette mosaïque de biotopes finalement. Du coup, pour pouvoir faire du plaidoyer autour de la libre évolution, on a monté une association et on s'est entouré de naturalistes, de biologistes, d'ornithos. On travaille aussi avec Gilbert Cochet, qui a été mon mentor, comme je disais tout à l'heure, sur ces grands sujets-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a audité à l'instant zéro ce qu'il y avait sur le domaine du Costil pour suivre le projet dans des temps moyens, longs, et se projeter dans des pas de temps qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ceux de la vie humaine, parce qu'une forêt primaire, c'est 1000 ans. Et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes pas de temps. Donc nous, ce qu'on a envie de voir, c'est d'auditer le domaine à l'instant zéro et de voir ce qui va se passer à 10 ans, à 30 ans, à 50 ans, et de montrer que finalement, la libre évolution, le rewilding, les réserves intégrales, il y a plein de noms pour donner la définition de ce mouvement-là, eh bien, fonctionnent.
Et donc, comme je disais tout à l'heure, on s'est entouré dans cette association de plein de scientifiques qui viennent auditer. Et on a la chance d'avoir à côté du domaine un scientifique de renom qui s'appelle Peter Salinger, qui commandite toutes les recherches, parce que même lui, qui n'a pas l'habitude de voir des si grandes surfaces en libre évolution, il est étonné de ce qui se passe. Et du coup, au fil et à mesure de nos découvertes, et ben finalement, c'est lui qui commandite des recherches et qui fait avancer la recherche scientifique. Bien sûr, du plaidoyer aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit sur le domaine plein d'écosystèmes différents, des scientifiques, des artistes, du grand public, des politiques, l'écosystème start-up, l'écosystème entrepreneurial, de manière à, pas évangéliser, mais faire prendre conscience d'une façon de protéger la nature qui est assez simple en soi, puisqu'elle consiste juste à acquérir des domaines et à les laisser en libre évolution. Circonscrit au manoir, on a quelques projets de transition agroécologique qui servent d'ancrage et qui permettent à des gens de ne pas considérer ça comme une pure réserve naturelle. Donc on a de l'agroforesterie, un jardin-forêt, un verger haute tige, de la permaculture. C'est aussi pour démontrer qu'on est capable, nous, Homo sapiens, de s'inscrire dans ce domaine-là, de produire de la nourriture. Et finalement, même dans un lieu réensauvagé dans lequel il y a beaucoup de gibier, de sangliers, etc., de pouvoir aussi montrer qu'on est capable de produire de la nourriture. Donc il y a un côté démonstratif et un espèce de sas de décompression quand on reçoit des politiques sur place pour leur montrer qu'aussi, collatéralement et directement, ça sert l'humain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne, notre histoire? Eh bien, ici, je voulais un petit peu de data, vous présenter ce qui s'était passé après seulement 5 ans, où on a pu, dans plein de branches du vivant, faire un petit audit. Et il y a des choses assez symboliques et très belles qui se sont passées, notamment sur les oiseaux, où quand on est arrivé, il y avait 35 à 40 espèces d'oiseaux, et maintenant, on est à peu près à 100 espèces d'oiseaux qui ont été recensées cette année. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on plante une tomate ici, c'est une tomate qui pousse, mais quand avec la libre évolution, on a beaucoup de surprises et des très belles surprises. Par exemple, vous voyez l'oiseau qui est ici, c'est la pie-grièche écorcheur, qui n'était pas présente sur le site et qui est revenue en 2022 avec un premier couple, qui est un indicateur de bonne santé, de biotope en très bonne santé. Et l'année dernière, c'était 10 couples qui nidifiaient sur le domaine du costil. Donc en fait, on est capable de voir par des plantes et des animaux que le biotope s'enrichit. Une des grandes surprises aussi sur le costil, c'est qu'on a vu beaucoup de fourmilières. On n'a plus l'habitude de voir des fourmilières. Et on a commandité une recherche l'année dernière sur les fourmis. Et sur les 20 espèces présentes dans toute la Normandie, 5 ans après, on avait les 15 espèces présentes sur le domaine du costil. Et puis j'ai vu un peu les botanistes complètement s'exciter cette année parce que je vous ai mis en bas à gauche la Nitella opaca, qui est une petite algue qui a été découverte dans une des mares qu'on avait restaurées. Alors restaurer, ça consiste juste à curer les mares pour qu'elles se remplissent pendant la période hivernale. Et il n'y avait pas eu de trace en Normandie de cette petite algue depuis 1880. Donc c'est quand même dingue de voir les choses qui peuvent se passer sans que finalement l'homme ait à intervenir. Donc voilà ce qu'on fait. Donc il y a vraiment de la recherche scientifique, des très belles surprises. Et puis un petit peu de poésie aussi, quand moi je suis sur le domaine en hiver, vu qu'il y a plein de graminées et plein de plantes, et ben on voit tous les oiseaux qui s'engouffrent dans ce refuge-là, notamment des grands voiliers de chardonneret, qui est une espèce en voie d'extinction qui décline en France. Et aujourd'hui, on est capable de voir en hiver des voiliers de 80 à 100 chardonnerets parce que le domaine leur donne de la nourriture, des chardons, des graminées qui leur permettent de se restaurer pendant la période hivernale. Ici, une petite slide pour vous partager les gens avec qui on fait ce travail. On est beaucoup aidé par le Conservatoire d'espaces naturels et comme je vous l'ai dit, l'UNESCO travaille beaucoup aujourd'hui sur ces sujets de libre évolution et on a commandité cette recherche avec 2 scientifiques où à la fin de 2025, on sera capable de vous dire le nombre d'initiatives comme ça sur le territoire français, la taille avec le gradient dont on a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on est les seuls à mener ce genre de projet? Pas du tout. Moi, je passe beaucoup de temps à aller voyager partout dans le monde et je vous en ai mis quelques-uns qui sont en Europe et un peu partout dans le monde. Alors, les plus iconiques, il y a Yellowstone que vous connaissez tous. Et puis, il y a CNEP qui a fait la même chose il y a 25 ans, une ferme qui était en banqueroute et qui a réensauvagé ses 1500 hectares dans le Sussex avec Charlie qui est aux commandes depuis maintenant 25 ans et qui a rendu les terres à la nature. Et ce qui est intéressant à CNEP, c'est qu'il y a de la production de viande. Il a des grands bovins, des grands herbivores qui sont dans ce domaine réensauvagé. Donc on est capable d'imaginer des choses différentes finalement, même de produire de la nourriture, même de produire de la viande. Et puis il y a cet Irlandais un peu fou qui s'appelle Randan Pluckett, qui est un baron, 23e génération, 600 hectares,
qui a été un des premiers. Il était passé sur Europe 1 il y a une dizaine d'années à avoir redonné à la nature ses 600 hectares. 23e génération, un baron, il fallait quand même être courageux. Il est promoteur de films de gore et passionné de hard rock. Et en même temps, vegan et héron sauvage, son domaine. C'est vraiment spécial comme gars. Très sympa par ailleurs. Et comme le disait une petite Douglas Tompkins, alors on n'est pas les seuls à faire ça, hein, le fondateur de The North Face, qui lui a acheté 100 000 hectares en Patagonia, et ben, au lieu d'extraire de la nature pour faire de l'argent, ce qu'il disait, on utilise l'argent pour protéger la nature. Je trouve ça très, très joli. Et finalement, on peut à la fin donner une définition un peu plus romantique et poétique de ce qu'on est en train de faire. Elle est de Baptiste Morisot qui dit « Un territoire en libre évolution constitue un espace de régénération où la vie reprend ses droits pour ensuite irriguer de vitalité tout le territoire alentour. » Merci beaucoup.